Mansfield Park de Jane Austen. Chapitre 1er. Il y a une trentaine d'années, Miss Maria Ward, originaire de la petite ville de Huntingdon, et ne possédant que 7000 livres pour toute fortune, eut le bonheur de séduire Sir Thomas Bertram, propriétaire de Mansfield Park, dans le Northamptonshire. Elle se trouva aussi élevée au rang d'épouse d'un baronnet, avec tous les agréments qu'apporte une belle maison et un important revenu. Un mariage aussi avantageux mit tout Huntingdon en émoi. L'oncle de Miss Maria lui-même, un homme de robe, reconnut qu'elle aurait dû posséder au moins 3000 livres de plus pour pouvoir y prétendre. Miss Maria avait 2 sœurs, tout aussi jolies qu'elle, qui semblaient devoir bénéficier de son élévation. Et leur entourage ne se priva pas de leur prédire un mariage tout aussi avantageux. Mais il n'y a pas dans le monde autant d'hommes dotés d'une grande fortune que de jolies femmes qui les méritent. Après avoir attendu 6 ans, Miss Ward, l'aînée des sœurs de Miss Maria, se vit contrainte de s'unir au révérend Norris, un ami de son beau-frère, qui ne possédait que fort peu de biens. Et Miss Fanny, la cadette, fut encore plus mal servie. Au fond, le mariage de Miss Ward ne se révéla pas si désavantageux. Sir Thomas s'étant trouvé heureusement à même de procurer à son ami la charge du presbytère de Mansfield, Mr. et Mrs. Norris commencèrent leur vie conjugale avec un revenu de près de 1000 livres par an. En revanche, Miss Fanny fit de son mieux pour désobliger sa famille, et y parvint à merveille en choisissant un lieutenant de marine sans éducation, sans fortune et sans aucune relation. Elle pouvait difficilement faire un plus mauvais choix. Sir Thomas, qui avait de l'influence, des principes et le désir de voir toutes les personnes qui lui étaient liées dans une situation respectable, aurait volontiers cherché à améliorer celle de la sœur de Lady Bertram. Mais la profession du mari ne permettait à aucune autorité de s'exercer en sa faveur. Et, avant que Sir Thomas n'ait trouvé un autre moyen d'y réussir, une rupture absolue était survenue entre les sœurs. Cette rupture semble être le résultat naturel du comportement des 2 parties, résultat auquel aboutit presque toujours un mariage imprudent. Pour s'épargner des remontrances inutiles, Miss Fanny, devenue Mrs. Price, n'avait prévenu sa famille de son mariage qu'après l'avoir contracté. Lady Bertram, une femme d'un caractère extrêmement paisible et indolent, se serait volontiers contentée d'abandonner sa sœur et de n'y plus penser. Mais Mrs. Norris était dotée d'un esprit vif, qui ne put être satisfait qu'une fois qu'elle lui écrit une longue lettre de reproche pour représenter à sa sœur la folie de sa conduite, en la menaçant de toutes les conséquences fâcheuses qui pouvaient en résulter. Mrs. Price en fut vexée et irritée. Sa réponse, qui laissait éclater son amertume vis-à-vis de ses 2 sœurs et contenait des réflexions fort peu respectueuses concernant l'orgueil de Sir Thomas, à qui Mrs. Norris ne manqua pas de communiquer cette lettre, interrompit toute communication entre elle et ses sœurs pendant une période considérable. Leur demeure était si éloignée et leur position dans le monde si différente que pendant 11 ans, les uns et les autres ignorèrent à peu près mutuellement leur existence. À tel point que Sir Thomas se trouvait fort surpris d'entendre Mrs. Norris lui annoncer régulièrement, avec mauvaise humeur, que sa sœur Fanny venait encore d'accoucher. Au bout de 11 ans cependant, Mrs. Price ne put se permettre de conserver plus longtemps de l'orgueil et du ressentiment, ni de négliger des relations qui pouvaient lui porter secours. Une famille nombreuse encore susceptible de s'agrandir, un mari inapte au service actif, mais qui n'en était pas moins capable d'apprécier la bonne compagnie et les bonnes bouteilles, ainsi qu'un très faible revenu pour subvenir à leurs besoins, la déterminèrent à regagner l'affection des amis qu'elle avait si inconsidérablement négligés. Elle écrivit donc à Lady Bertram une lettre dans laquelle se manifestaient tous ses regrets et son chagrin, décrivant ses enfants et sa vie démunie de manière à disposer tout le monde à une réconciliation. Mrs. Price était sur le point d'accoucher de son 9e enfant et, après avoir déploré sa situation et imploré la protection de sa famille pour l'enfant à naître, elle ne cacha point combien les 8 autres pourraient avoir besoin de leur appui par la suite. Son aîné était un garçon de 10 ans, plein d'ardeur et de bonne volonté, qui désirait déjà plus que tout faire carrière. Mais que pouvait-elle faire pour lui ? S'il pouvait par la suite être utile à Sir Thomas, dans ses propriétés aux Antilles, tous les emplois, même les plus modestes, lui conviendraient. Que pensait sinon Sir Thomas de Woolwich ? Et autrement, comment pouvait-on envoyer un jeune garçon en Orient ? Cette lettre ne resta point sans effet. Elle rétablit la paix et l'affection entre les différents membres de la famille. Sir Thomas envoya en réponse des conseils amicaux et fit part de toute sa bienveillance. Lady Bertram envoya de l'argent et un trousseau d'enfants, et Mrs. Norris se chargea d'écrire les lettres. Telles furent les suites immédiates de la démarche de Mrs. Price. Mais au bout d'1 an, elle en tira un avantage encore plus considérable. Mrs. Norris faisait souvent observer à Sir Thomas et Lady Bertram qu'elle ne pouvait bannir de sa pensée sa pauvre sœur et sa nombreuse famille, malgré tout ce qu'ils avaient déjà fait pour elle. Elle finit par avouer qu'elle souhaitait voir Fanny soulagée de la charge et des frais occasionnés par l'un de ses nombreux enfants. Pourquoi ne pas prendre soin ensemble de sa fille aînée, âgée de 9 ans ? Elle se trouve à un âge qui demande plus d'attention que sa pauvre mère ne peut lui en donner.
L'embarras et la dépense ne seront rien comparés à la générosité de cette action. Lady Bertram l'approuva aussitôt. « Je crois que nous ne pouvons mieux faire. Envoyons chercher l'enfant. » Sir Thomas ne put donner son consentement si promptement. Il fit des objections, hésita. Il s'agissait là d'une responsabilité sérieuse. Si l'on prenait cet enfant, il fallait lui assurer un avenir convenable. Dans le cas contraire, il serait cruel et non généreux de l'ôter à sa famille. Sir Thomas songeait à ses 4 enfants, et notamment à ses 2 fils, à l'amour qui pouvait naître entre cousins, etc. Mais il n'eut pas plus tôt entrepris d'énoncer ses arguments que Mrs. Norris l'interrompit en répondant à toutes ses objections, qu'elles aient été formulées ou non. « Mon cher Sir Bertram, je vous comprends à merveille et je rends justice à la générosité et à la délicatesse de vos réflexions. Elles sont entièrement en accord avec votre conduite. Je pense, comme vous, que l'on se doit de tout faire pour l'avenir d'un enfant que l'on a en quelque sorte adopté. Je vous assure que je serai bien la dernière à refuser d'y apporter ma modeste contribution. Je n'ai point d'enfant moi-même. À qui d'autre qu'à ceux de mes sœurs pourrais-je vouloir léguer le peu que je possède? Je suis certaine que Mr. Norris est un homme trop juste pour... Mais vous savez que je suis une femme qui parle peu et déteste les vains discours. Ne nous détournons pas d'une bonne action pour une bagatelle. Donnez à une jeune fille une bonne éducation, introduisez-la convenablement dans le monde, et il y a gros à parier qu'elle trouvera à bien s'établir sans qu'il en coûte rien à aucun d'entre nous. L'une de nos nièces, Sir Thomas, ou plutôt, si vous le permettez, l'une des vôtres, ne saurait grandir ici sans être en faveur auprès de tout le voisinage. Je ne dis pas qu'elle deviendra aussi belle que ses cousines. J'ose même dire que ce ne sera pas le cas. Mais elle se trouverait introduite dans la bonne société de ce pays, dans des circonstances si favorables que, selon toute probabilité, elle ferait un excellent mariage. Vous pensez à vos fils, mais ne savez-vous pas que de toutes les choses sur terre, c'est celle qui a le moins de chances de se produire, s'ils sont élevés ainsi, toujours ensemble comme frères et sœurs. Voilà qui serait moralement impossible. Je n'en connais aucun exemple. C'est même le seul moyen d'éviter un semblable lien. Supposez qu'elle devienne jolie, et que dans 7 ans, Tom ou Edmund la voient pour la première fois. J'ose affirmer que l'on pourrait la redouter quelque danger. La seule idée que nous l'ayons laissée grandir si loin de nous, dans la misère et l'indifférence, suffirait à ce que l'un ou l'autre de ces adorables garçons en tombe amoureux. Mais élevez-les ensemble à partir d'aujourd'hui, et quand bien même elle aurait la beauté d'un ange, elle ne sera jamais pour eux qu'une sœur. Il y a beaucoup de vrai dans ce que vous dites, déclara Sir Thomas. Et loin de moi l'idée de mettre un obstacle imaginaire à un projet qui convient aussi bien à nos situations mutuelles. Je voulais simplement souligner que nous ne devions pas nous engager à la légère, et que, pour rendre réellement service à Mrs. Price et nous faire honneur, nous devrons assurer à l'enfant, ou du moins nous considérer comme obligés de lui assurer, quelles que soient les circonstances, une dot convenable. Si cet établissement que vous prévoyez avec tant d'enthousiasme n'advenait pas. « Je vous comprends parfaitement, » s'écria Mrs. Norris. « Vous êtes la générosité même, et nous serons toujours d'accord sur ce point. Vous me savez prête à faire tout ce que je peux pour le bonheur de ceux que j'aime. Et bien que je ne puisse ressentir pour cette petite fille le centième de l'affection que j'éprouve pour vos chers enfants, je me haïrais moi-même si j'étais capable de la négliger. N'est-elle pas la fille de ma sœur? Comment pourrais-je la voir manquer de quelque chose tant que j'aurais un morceau de pain à lui donner? Mon cher Sir Thomas, malgré tous mes défauts, j'ai du cœur et j'ai beau être pauvre, je me priverai volontiers du nécessaire plutôt que de manquer de générosité. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'écrirai donc demain à ma pauvre sœur pour lui faire part de notre proposition. Dès que tout sera réglé, je me charge de faire venir l'enfant à Mansfield. Vous n'aurez pas à vous soucier de cela. Vous savez que je ne ménage pas ma peine. J'enverrai Nanny à Londres pour ce faire. Elle sera logée chez son cousin le cellier, et l'enfant l'y rejoindra. Ses parents trouveront aisément à Portsmouth des personnes respectables faisant le trajet en diligence. J'imagine qu'il y a toujours une femme de marchand honorable qui se rend dans la capitale. Sir Thomas ne fit plus d'objection, si ce n'est pour s'opposer à loger l'enfant chez le cousin de Nanny. On choisit donc un moyen plus convenable, bien que plus coûteux, et la chose fut considérée comme réglée. On put se réjouir par avance des plaisirs d'un projet aussi généreux. En toute justice, ce sentiment de satisfaction n'aurait pas dû être le même pour les différents intéressés. Sir Thomas, en effet, était déterminé à devenir le protecteur réel de l'enfant. Mais Mrs. Norris n'avait pas l'intention de débourser le moindre sou pour son entretien. Elle était experte dans l'art de se démener, parler, lancer des idées, et personne ne savait mieux qu'elle dicter aux autres comment faire preuve de générosité. Mais elle aimait l'argent autant que donner des conseils, et savait aussi bien économiser le sien que dépenser celui des autres. Ayant fait un mariage au-dessous de ses prétentions, elle avait cru bon d'adopter au début un train de vie économe. Mais ce qui avait commencé par une mesure de prudence était devenu ensuite une sorte de choix, bien qu'elle n'ait aucun enfant à élever. Si elle avait dû subvenir aux besoins d'une famille, Mrs. Norris n'aurait probablement jamais pu mettre d'argent de côté. Mais n'ayant aucun souci de ce genre, rien ne faisait obstacle à sa frugalité, ni ne diminuait sa satisfaction d'ajouter annuellement un revenu qu'elle et son mari n'avaient jamais entièrement dépensé.
Gouverné par ce principe cher à son cœur qu'aucune véritable affection pour sa sœur ne venait contrebalancer, il lui était impossible de prétendre à davantage qu'au simple mérite d'entreprendre et d'organiser une bonne œuvre aussi coûteuse. Cependant, comme elle n'avait qu'une très faible connaissance d'elle-même, elle put, au terme de cette conversation, regagner à pied le presbytère avec l'heureuse assurance d'être la sœur et la tante la plus généreuse du monde. Quand le sujet fut abordé de nouveau, les intentions de Mrs. Norris se dévoilèrent plus clairement. Lorsque Lady Bertram lui demanda tranquillement « Ma sœur, l'enfant ira-t-elle d'abord chez vous ou chez nous ?» Sir Thomas eut la surprise d'entendre Mrs. Norris lui répondre qu'elle se trouvait dans l'impossibilité absolue de prendre part à cette charge. Il avait pensé que la petite serait la bienvenue au presbytère et que cette jeune fille constituerait une compagnie fort désirable pour une tante sans enfant. Mais il comprit qu'il s'était lourdement trompé. Mrs. Norris le regrettait, mais il était tout à fait hors de question, du moins dans l'état actuel des choses, que la petite demeurât avec eux. Mrs. Norris prétexta la mauvaise santé de Mr. Norris, pour qui le bruit était insupportable. Si ses accès de goutte cessaient, il en irait tout autrement. Mrs. Norris serait alors heureuse de prendre son tour, sans tenir compte de la gêne que cela leur occasionnerait. Mais pour le moment, le pauvre Mr. Norris réclamait chaque minute de son temps, et évoquer un tel projet suffirait à le mettre dans tous ses états. « Dans ce cas, il est préférable qu'elle vienne chez nous, » dit Lady Bertram avec le plus grand calme. Après un court silence, Sir Thomas ajouta avec dignité. « Oui, qu'elle soit ici chez elle. Nous nous efforcerons de faire notre devoir envers elle, et elle aura au moins l'avantage d'avoir des compagnes de son âge et l'enseignement d'une gouvernante. »« C'est tout à fait juste !» s'écria Mrs. Norris. « Ce sont deux choses fort importantes. Miss Lee ne verra aucune différence dans le fait d'avoir 3 jeunes filles à instruire au lieu de 2. Je regrette simplement de ne pouvoir être plus utile, mais vous comprenez que je fais tout ce que je peux. Je ne suis pas de celles qui ménagent leur peine. Nanny ira chercher la petite, quoique cela me coûte de perdre pour 3 jours ma principale conseillère. J'imagine, ma sœur, que vous allez l'installer dans la petite mansarde blanche, près de l'ancienne chambre des petits. Ce sera, de loin, le meilleur endroit pour elle, tout près de Miss Lee, non loin des filles, et à proximité des femmes de chambre, qui pourront l'une ou l'autre l'aider à s'habiller, comprenez-vous, et prendre soin de ses vêtements, car je suppose qu'il vous semblerait injuste de demander à Alice de la servir au même titre que les autres. D'ailleurs, je ne vois pas en quel autre endroit vous pourriez la loger. » Lady Bertram n'émit aucune objection. « J'espère que ce sera une gentille fille, » poursuivit Mrs. Norris, « et qu'elle se rendra compte de la chance extraordinaire qu'elle a d'avoir de tels amis. »« Si elle montrait de mauvaises dispositions, » dit Sir Thomas, nous ne pourrions, à cause de nos enfants, la garder dans notre maison. Mais il n'y a aucune raison de craindre un si grand mal. Nous découvrirons certainement bien des choses que nous souhaiterons changer chez elle. Nous devons nous attendre à une ignorance grossière, des opinions bornées et des manières déplorables. Mais ce ne sont pas là des défauts incurables, ni même dangereux pour ceux qui la côtoieront. Si mes filles avaient été plus jeunes qu'elle, j'aurais pris d'extrêmes précautions avant de leur adjoindre une telle compagne. Mais, dans les circonstances présentes, je crois qu'il n'y a rien à craindre pour elles, et tout à gagner pour leur jeune cousine dans cette association. « C'est exactement ce que je pense !» s'écria Mrs. Norris. « Et je le disais ce matin même à mon mari. Le simple fait de se trouver avec ses cousines lui donnera de l'éducation. Même si Miss Lee ne lui apprenait rien, ses cousines à elle seule lui enseigneraient à être bonne et intelligente. »« J'espère qu'elle ne taquinera pas mon pauvre petit Carlin, » dit Lady Bertram. « Je viens juste d'obtenir de Julia qu'elle le laisse tranquille. »« Nous rencontrerons des difficultés, Mrs. Norris, à maintenir la distinction qu'il faudra faire entre ces jeunes personnes, tandis qu'elles grandiront, » déclara Sir Thomas. « Mes filles devront garder conscience de ce qu'elles sont, sans pour autant trop déconsidérer leur cousine, et nous devrons, sans décourager cette dernière, lui rappeler qu'elle n'est pas une Miss Bertram. Je souhaite qu'elles soient de très bonnes amies et ne tolérerai aucune arrogance de la part de mes filles, mais elles ne peuvent être traitées en égales. Leur rang, leur fortune, leurs droits différeront toujours. Il s'agit d'un point extrêmement délicat, et vous devrez nous assister afin que nous suivions la meilleure ligne de conduite possible. » Mrs. Norris se montra tout à fait disposée à le seconder, et tout en convenant avec lui qu'il s'agissait là d'un problème fort complexe à résoudre, elle lui fit espérer qu'à eux deux, la tâche serait aisée. Mrs. Norris n'écrivit pas en vain à sa sœur, on le croira sans peine. Mrs. Price fut surprise que le choix se porte sur une fille, alors qu'elle avait tant de beaux garçons, mais elle accepta la proposition avec beaucoup de gratitude. Assurant à ses sœurs que sa fille était dotée d'un excellent caractère, de bonnes dispositions, et qu'elle ne leur donnerait jamais aucune raison de la renvoyer. Elle la décrivit comme une enfant délicate et à la santé fragile, mais qui, le changement d'air, ferait sans aucun doute beaucoup de bien. Pauvre femme! Elle pensait certainement que le changement d'air serait bénéfique à plus d'un de ses enfants.